ce n'est pas le moment du discours de clôture ou de mettre un terme à ces travaux passionnants. Non, c'est un moment que nous avons souhaité organiser au sein de cette journée. Et c'est un moment particulièrement important parce que c'est la remise d'un prix, et c'est la première remise d'un prix. Il y a un an exactement, on frappait à la porte de la LICRA deux hommes, M. Karoli et M. El Oussami, qui sont derrière moi, et qui ont souhaité aider la LICRA et qui ont souhaité, par leur intermédiaire, que la LICRA récompense une action, une initiative, une réalisation particulièrement remarquable et indispensable dans le cadre d'une action d'aide pour les réfugiés. Nous avons travaillé ensemble, nous avons conclu un partenariat, nous nous sommes fixés des objectifs, nous sommes partenaires, et je suis très fier d'être partenaire de ces deux hommes remarquables, et c'est ainsi qu'est né le prix Karoli El Oussami pour les réfugiés. Et ce prix, grâce à une rencontre et grâce à Rodolphe, je peux le dire, je vais être très court, puisqu'aussi bien c'est la récipiendaire de ce prix, qui est la remise d'une enveloppe dont je sais déjà que ce qui s'y trouve a déjà été dépensé pour la bonne cause. C'est la récipiendaire de ce prix qui va vous expliquer ce en quoi l'action qu'elle mène est en tout point remarquable. Et je suis aussi fier non seulement d'être avec mes deux partenaires, mais de vous remettre ce prix, chère madame, et je vous appelle à venir à mes côtés, Madame Anouk Leven, lauréate par son association Ma Fraternité, Ton Humanité. Je vous demande de l'applaudir. Bonjour et un grand merci à la LICRA et un grand merci à ces deux mécènes. Ma Fraternité, Ton Humanité, dont je suis présidente, est une association aujourd'hui, mais qui est née d'un élan collectif d'amis qui, le 25 février au matin, ont dit plus jamais ça. Et il n'est pas possible de laisser mourir de faim des gens qui sont obligés de partir de chez eux parce qu'ils se prennent des bombes sur la figure. Donc nous ne nous sommes pas trop posé la question du comment, mais nous avons décidé à quelques-unes d'apporter le plus vite possible le maximum de produits de première nécessité jusqu'en Pologne, puisque c'est le premier pays qui a accueilli massivement les familles ukrainiennes. Et quand je dis famille, ce sont essentiellement des femmes et des enfants, puisque les hommes n'ont pas le droit de sortir d'Ukraine. Ce premier élan s'est concrétisé par 5 ou 6 camions qui sont partis d'un peu partout en France, qui se sont retrouvés à Strasbourg, sur le pont Flimelin, symboliquement important, et nous sommes allés jusqu'à la frontière à Sierzanów, et nous avons apporté des produits de première nécessité à, dans un premier temps, plusieurs associations. Et puis, vous le savez sans doute, un collectif, c'est très très bien, mais il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas faire en étant en collectif, et nous nous sommes donc mis en association, et nous organisons le 11 novembre le départ pour le 4e convoi, toujours vers la Pologne. Alors, l'objectif, il est toujours le même. Le public que nous avons choisi de servir, ce sont des bénévoles ukrainiens en Pologne et aussi des bénévoles polonais. Nous servons donc 3 associations à l'heure actuelle. Kamianica 56 qui est à Lodz, qui ouvre ses portes chaque fois qu'elle a du stock à des réfugiés polonaises, ukrainiennes et à leurs enfants, bébés, enfants en bas âge. Ensuite, une association qui est à Sierzanów, qui s'appelle Folkowisko, qui a ceci de remarquable, que c'était un groupe folklorique qui a arrêté toute activité pour ne se consacrer que à l'aide en Ukraine.
Ils sont à la frontière et eux, ils apportent en Ukraine les produits de première nécessité à des camps de déplacés, d'où ma remarque de ce matin sur les déplacés. Et enfin, une fondation essentielle qui est Uniters, qui est une fondation qui date de 2014, c'est-à-dire de la guerre dans le Donbass, et qui apporte, elle, aux blessés tous les matériaux médicaux nécessaires et les médicaments. Et à l'heure actuelle, en Ukraine, il n'y a plus d'un côté les hôpitaux militaires, de l'autre côté les hôpitaux civils, il y a des hôpitaux. J'insiste sur cette fondation parce que notre prix, votre prix, déjà dépensé, va servir à cette fondation qui nous liste les besoins urgents. Et les besoins urgents, ce sont actuellement des pansements compressifs pour contenir les hémorragies. Ce sont donc des pansements appelés des pansements israéliens. On se pose la question de savoir pourquoi ils sont très très bons, eux, en médecine de guerre. Et donc, effectivement, ces pansements sont achetés dans une pharmacie strasbourgeoise, la pharmacie des Vosges, pour ne pas la nommer, qui nous a généreusement vendu tout cela au prix coûtant. Donc, ça va être livré le samedi 12 novembre à Varsovie. Et nous vous en remercions. Je demande à messieurs Caroli et Leussomi, s'il vous plaît, de nous rejoindre. Il avait été question d'un projet d'art-thérapie en même temps. Alors, l'art-thérapie, c'est absolument possible pour l'instant. D'accord. Est-ce que vous voulez... Ben, je suis bien là. Voulez-vous dire un mot, cher ami ? Un tout petit mot. Ah ben, avec grand plaisir. Je remets le prix. Je vous en prie. Oui, remettez le prix. Allez, et je voudrais qu'il y ait une photo avec nos deux généreux mécènes. Voilà. Mais je vous en prie. Alors voilà, quand on nous a proposé de venir en aide à cette association, nous n'avons absolument pas discuté et nous avons été ravis de pouvoir le faire. Il faut dire qu'en ce qui nous concerne, nous sommes issus de familles qui ont eu des exils et des souffrances par le passé ou actuel, y compris des exils intérieur, psychologique, et que, pour reprendre ce qui a été dit, ceci nous paraissait tout à fait important. C'est l'association d'un psychiatre que je suis, et d'un ex-financier qui est à côté de moi. Et donc, il y a eu un projet initial qui verra peut-être le jour sur l'aide par l'art, l'art-thérapie sur lequel nous nous étions, et qui m'avait beaucoup touché, moi, en tant que psychiatre, puisque j'ai travaillé avec des enfants, avec des adultes, et je suis un psychiatre public. J'ai toute fait ma carrière dans la psychiatrie publique, qui est malheureusement dans une situation dramatique aujourd'hui. Mais j'ai toujours maintenu à chaque moment un pôle d'art-thérapie. Pourquoi ? Parce que chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre, quand on était enfant, a rencontré une possibilité d'évoluer par l'art. On rencontre un dessin, on rencontre une musique, on rencontre quelque chose, une danse, et à partir de là, on peut construire quelque chose qui nous permettra d'avoir confiance en nous et d'échapper à un déterminisme social. Et dans tout ce que j'ai entendu là, si Dieu existait, je crains, enfin personnellement, j'y crois pas du tout, je me dis que s'il avait un langage dans lequel on pourrait s'entendre tous, ça serait celui de l'art, car s'il nous parlait par le biais de l'art, on comprendrait tout et tout de suite. Je vous remercie. Madame Leïla Kayatik, représentante spéciale de ce secrétaire général sur les migrations et les réfugiés du Conseil de l'Europe, si vous voulez bien. Bonjour. Bon. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est vraiment un plaisir pour moi que d'être avec vous cet après-midi ici. Je n'étais pas là ce matin, mais les débats de cet après-midi, les témoignages,
les présentations, les débats m'ont beaucoup interpellée. Vous avez intitulé cet événement « Exil, avoir le courage de l'hospitalité ». Et je salue le fait que vous avez fait le lien entre les discriminations qui font l'objet de votre lutte depuis la fondation même de la Ligue et l'accueil et la protection des personnes cherchant asile. Monsieur Alexis Nuselovici en a parlé tout à l'heure dans le mot « exil ». Il a parlé du mot « exil » qui signifie littéralement être hors du sol. Il y a une idée de contrainte, pour moi, de bannissement, et donc de devoir quitter une terre, une patrie, sous la menace d'une persécution ou face à l'impossibilité de survivre. Ce mot, pour moi, met en exergue l'éloignement dans un pays étranger, avec ce que cela implique en termes de difficultés, la langue, la quête identitaire, l'accès aux soins et services, ainsi que le sentiment de déracinement, en opposition à la rhétorique de l'émigration comme solution de convenance ou de facilité. Car s'expatrier est tout sauf facile. Le Conseil de l'Europe lutte contre les discriminations depuis sa création en 1949. L'interdiction de discrimination sur quelconque base que ce soit est inscrite dans la Convention européenne des droits de l'homme, qui a été ouverte à la signature le 4 novembre 1950. En fait, hier, c'était le 72e anniversaire de cette ouverture à la signature de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme, à travers ses arrêts, condamne aujourd'hui encore les États pour les discriminations des personnes dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention. Et la Convention des droits de l'homme constitue également la base principale sur laquelle repose mon mandat en tant que représentante spéciale pour les migrations et les réfugiés. Il y avait un chiffre que je voulais vous donner pour illustrer la situation aujourd'hui. Selon les données du Haut Commissariat pour les réfugiés, diffusées cette année, il y a aujourd'hui plus de 100 millions de personnes dans le monde, plus de 100 millions de personnes qui ont été contraintes de fuir leur foyer en raison de conflits, de violences, de la crainte des persécutions et de la violation de leurs droits humains. 100 millions. Vous parliez il y a tout à l'heure des mots qui ont résonné en moi. Vous avez parlé de culpabilité, puis vous avez parlé d'action. Dans ce rôle que j'ai, je me sens parfois coupable de ne pas faire assez. Il y a tellement de choses à faire. Mais quelle est notre action? Parce que vous avez ensuite parlé d'action. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que fait le Conseil de l'Europe? Qu'est-ce que peut faire une organisation internationale face à cette situation? Le Conseil de l'Europe suit la situation des migrants et des réfugiés depuis de nombreuses années. Il se préoccupe particulièrement de la protection des droits de l'homme de ceux qui sont dans des situations de vulnérabilité, comme par exemple les enfants en déplacement, ceux qui sont non accompagnés, notamment ceux qui sont séparés ou non accompagnés. Les migrants et les réfugiés en situation de vulnérabilité sont en effet particulièrement exposés à la violence, à l'exploitation, aux abus. Mon mandat consiste notamment à proposer une assistance et un soutien immédiat aux 46 États membres du Conseil de l'Europe, ainsi qu'à compléter les activités des autres organes du Conseil de l'Europe et à coordonner notre action avec d'autres partenaires internationaux, notamment avec le Haut Commissariat pour les réfugiés, avec l'Organisation internationale pour les migrations, l'UNICEF, l'Union européenne et ses agences spécialisées, et d'autres acteurs nationaux, régionaux, internationaux, y compris la société civile. Et j'insiste là-dessus. La société civile est pour nous très, très, très importante. Mon bureau coordonne la mise en œuvre effective d'un plan d'action de 5 ans qui a été adopté l'année dernière et qui porte sur la protection des personnes vulnérables dans le contexte des migrations et de l'asile. Mes priorités ont bien évidemment changé après le 24 février 2022 et le début de l'agression toujours en cours de la Fédération de Russie contre l'Ukraine, qui a entraîné en fait le plus grand déplacement
humains en Europe à ce jour depuis la Seconde Guerre mondiale. Et pour la plupart, vous l'avez dit tout à l'heure, des femmes et des enfants. Tous les États membres du Conseil de l'Europe ont été impactés, et en particulier ceux avoisinant l'Ukraine, proches de l'Ukraine. Et ils ont fait preuve d'un soutien et d'une solidarité remarquable avec les personnes fuyant ce pays. Les bénévoles, les organisations de la société civile, les municipalités, les gouvernements centraux ont tous eu le courage de l'hospitalité, qui est le titre de votre journée aujourd'hui. Ils ont tous joué un rôle crucial en apportant leur soutien aux nombreuses femmes, enfants et personnes âgées, dont on parle moins, les personnes âgées également, qui ont dû quitter l'Ukraine depuis la fin du mois de février. J'aimerais également parler de l'activation de la directive européenne sur la protection temporaire pour ces personnes qui ont fui l'Ukraine et qui, pour moi, est un modèle qui peut être pris comme modèle pour les autres réfugiés également. Évidemment, peut-être je rêve un peu, mais ils ont le droit de résider légalement, ils ont le droit de travailler, ils ont le droit à l'accès aux soins de santé, parfois dans les mêmes conditions que les résidents d'un pays. Par exemple, en Pologne, ils ont le même traitement que les Polonais. En Moldavie également. Moldavie, petit pays, 2,5 millions d'habitants, ils ont la même protection en matière d'accès à la santé que les Moldaves. Selon les données de l'Agence pour l'asile de l'Union européenne, entre le 24 février et le 23 octobre 2022, plus de 4,6 millions de personnes se sont inscrites pour bénéficier de cette protection temporaire. Il faut souligner aussi que, tout en étant conscient des besoins créés par les conséquences de l'agression russe contre l'Ukraine, on ne doit pas oublier les autres réfugiés, les réfugiés non ukrainiens qui viennent d'Ukraine, mais aussi les autres réfugiés d'autres pays dont vous avez beaucoup parlé cet après-midi. Toutes les personnes, et ça j'aimerais vraiment le souligner à nouveau, toutes les personnes qui cherchent une protection dans nos États membres doivent être accueillis et bénéficient des droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme, tous au même titre. La Convention des droits de l'homme s'applique à tous ceux qui entrent dans le territoire d'un des États partis à la Convention des droits de l'homme. Alors, comme on a parlé d'action, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que fait le Conseil de l'Europe ? Je vais vous donner quelques exemples pour illustrer notre action. Au cours des derniers mois, dans le cadre de mon mandat, j'ai effectué plusieurs visites dans un certain nombre de pays. En mai, je suis allée en République slovaque et en République tchèque. Ensuite, au mois de juin, je suis allée en Pologne et j'ai visité aussi la Moldavie au mois de juin. Et je prépare actuellement une visite en Roumanie à la mi-décembre. Dans les rapports de ces visites, je les présente au comité des ministres du Conseil de l'Europe, c'est les 46 États membres, et ensuite ces rapports deviennent publics. Et dans ces rapports, il y a des recommandations qui visent à aider les gouvernements de ces pays à répondre aux besoins de ces personnes qui ont fui l'Ukraine. Et dans ces rapports, je me suis surtout concentrée sur la situation des personnes en situation de vulnérabilité, comme je vous ai dit tout à l'heure, les femmes, les enfants, les personnes âgées, les enfants non accompagnés, et sur leur protection, sur la protection dont ils doivent bénéficier, notamment contre la traite des êtres humains, contre la violence, contre les abus, contre la violence sexuelle, contre l'exploitation sexuelle, l'exploitation par le travail. Et sur tous ces sujets, le Conseil de l'Europe a des standards. Et tous ces standards, c'est le moment maintenant de les mettre en œuvre et de voir leur utilité.
Ce que je souhaite faire, c'est de donner suite concrètement à toutes ces visites que j'ai effectuées dans ces pays, en demandant aux États de quoi ils ont exactement besoin. C'est comme ça que nous avons organisé, en coopération avec le HCR en République slovaque, un événement sur le thème « Renforcer la protection contre les abus et l'exploitation des personnes vulnérables, en particulier les femmes et les enfants fuyant la guerre en Ukraine ». Et à la suite de cet événement, j'ai reçu aussi une demande des autorités slovaques pour travailler plus étroitement avec eux pour faire face aux besoins des femmes ayant subi des violences sexuelles pendant le conflit et où les autorités slovaques ont besoin de soutien, ont besoin des standards du Conseil de l'Europe, de l'expertise du Conseil de l'Europe pour mieux faire. Un événement similaire est prévu en République tchèque l'année prochaine. Tous ces pays n'étaient pas des pays de destination, c'était pas des pays où nous avions l'habitude, que mes prédécesseurs, car j'ai commencé seulement en janvier, avaient l'habitude de visiter. C'est la première fois qu'un représentant spécial pour les migrations et les réfugiés est allé en République tchèque, en Slovaquie, en Pologne, etc. Donc ce sont des pays qui ne sont pas habitués à recevoir des réfugiés. Prochainement, nous prévoyons une session de formation pour les professionnels, notamment pour les psychologues et pour les enseignants, une session de formation sur comment identifier les traumatismes de guerre. Vous en avez parlé tout à l'heure, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants, il est vraiment important que les psychologues et les enseignants puissent détecter ces traumatismes à temps pour prendre les mesures nécessaires. Donc nous allons faire quelque chose en Pologne avant la fin de l'année pour partager avec nos experts l'expertise que nous avons au Conseil de l'Europe sur ce sujet. Et en Moldova, nous allons lancer avant la fin de l'année également un projet de coopération qui renforcer la protection des droits de l'homme, des réfugiés et des migrants en République de Moldova, et notamment pour construire un système de migration, d'asile et d'accueil qui puisse tenir sur le long terme. Comme je vous ai dit, ce sont des pays dont même la législation n'est pas au point pour recevoir les réfugiés et les migrants. Comme je vous l'ai dit, lors de ces visites et dans mes rapports, j'ai mis en avant les standards du Conseil de l'Europe qui méritent plus que jamais d'être mis en œuvre dans la situation actuelle. Quelques exemples. Le GRETA, je pense que vous connaissez, le groupe d'experts chargé de surveiller la mise en œuvre de notre convention anti-traite, a publié une note que j'appelle checklist, on peut dire en français note d'orientation, pour faire face au risque de traite des êtres humains liés à la guerre en Ukraine et à la crise humanitaire qui en découle. J'ai par exemple aussi mis en avant une autre checklist que nous avons, que le comité de Lanzarote, que vous connaissez sûrement aussi, qui vise à protéger les enfants contre l'exploitation et les abus sexuels, a publié pour assurer la protection des enfants touchés par la crise des réfugiés. Toutes ces notes d'orientation, toutes ces checklists visent à aider les personnes qui s'occupent des réfugiés, de leur accueil, etc., pour mieux traiter leur situation et éviter qu'elles ne soient la victime de traite des êtres humains ou d'exploitation, d'abus sexuels. Nous avons également au Conseil de l'Europe une nouvelle recommandation qui a été adoptée par les 46 États membres sur la protection des droits des femmes et des filles migrantes, réfugiées et demandes d'asile. Et aussi une checklist qui est basée sur la Convention d'Istanbul, que vous connaissez aussi, la Convention sur la prévention, la lutte contre la violence à l'égard des femmes, et qui vise à protéger les femmes et les filles migrantes, réfugiées et demandeuses d'asile. J'ai également mis en avant quelque chose que vous connaissez peut-être, le passeport européen des qualifications des réfugiés.
C'est un projet qui a été lancé en 2017 par le Conseil de l'Europe pour aider les États membres à évaluer les qualifications des réfugiés démunis de documents. Tout à l'heure, on parlait des réfugiés qui viennent sans documents. Donc, ce système permet d'évaluer leur niveau, que ce soit universitaire ou professionnel, et de leur permettre, sans document, de poursuivre leurs études ou alors de trouver du travail, d'accéder au marché du travail. Par exemple, les réfugiés d'Ukraine également ont pu bénéficier de cela dans certains de nos États membres. Encore une chose que j'aimerais indiquer, c'est que notre banque de développement du Conseil de l'Europe continue à fournir un soutien financier aux États qui en font une demande sous forme de subventions et de prêts pour les aider à faire face aux défis auxquels ils sont confrontés suite à l'afflux de réfugiés. Donc vous voyez, l'action du Conseil de l'Europe est assez vaste. Ça s'étend sur de nombreux domaines, de l'accès à l'éducation, à l'intégration linguistique, au soutien des jeunes réfugiés dans leur transition vers l'âge adulte, en passant par l'accès aux soins de santé, y compris la santé mentale, le soutien psychologique. Les efforts sont déployés pour faciliter l'intégration des migrants et des réfugiés dans les communautés locales. Nous avons aussi un congrès des pouvoirs locaux et régionaux qui est aussi très actif et qui travaille également avec les communautés locales pour les aider. Et je sais que la lutte contre les discriminations, dans des domaines comme le sport par exemple, je sais que ce domaine-là, la lutte contre les discriminations dans ce domaine spécifique, c'est un des objectifs de la LICRA également. Et la semaine dernière, j'ai participé à un événement, c'était en Antalya, en Turquie, où il y avait une conférence des ministres des sports du Conseil de l'Europe et où a été adoptée la déclaration « Le sport pour tous, nous unir pour des sociétés plus fortes » et qui souligne l'importance de l'utilisation du sport comme outil d'intégration sociale pour les migrants et les réfugiés. Merci beaucoup de m'avoir donné la possibilité de vous donner quelques exemples des actions que nous menons au Conseil de l'Europe. On devrait en mener plus, je sais, mais voilà, c'est ce que nous faisons. Et pour cela, je voudrais conclure par un appel à une coopération encore plus étroite avec vous, avec la société civile. En vous écoutant, j'ai eu des idées de coopération plus étroite pour défendre les droits des migrants et des réfugiés. Aujourd'hui, nous assistons dans beaucoup de pays européens à un climat de plus en plus hostile à l'égard des migrants et de ceux qui les aident aussi, ce qui conduit parfois dans certains pays à la criminalisation, par exemple, des ONG. Et le Conseil de l'Europe condamne ces pratiques et défend la nécessité de faire respecter les droits humains de toutes les personnes relevant de la juridiction de nos États membres, comme le prévoit la Convention des droits de l'homme. Nous disposons de nombreux outils au Conseil de l'Europe pour protéger les personnes vulnérables dans le contexte de la migration et de l'asile en Europe. Et je pense que nous devons unir nos efforts pour travailler ensemble à leur mise en œuvre sur le terrain, afin que les migrants et les réfugiés puissent bénéficier des droits et libertés qui leur sont garantis. Les migrants sont des ponts entre nos sociétés, pays, cultures, de même que les associations, ONG, sociétés civiles qui défendent les droits et la dignité de tous les êtres humains. Merci de votre attention. Félicitations pour l'organisation de cet événement et aussi pour le 50e anniversaire, c'est ça, de la LICRA Bas-Rhin et Mulhouse. Merci beaucoup. Mario Stasi. Bien, mes chers amis, mon ami Didier Lesky notamment, j'autorise les uns ou les autres qui auront un train à partir avant que j'ai terminé. Tu es mon ami Didier, tu pars quand tu veux. D'accord ? Et
et je vous assure que je ne vais pas être très très long, mais je vais commencer par des remerciements les plus sincères, mais vraiment, à Fabielle, Angèle et Rodolphe Kahn. Et à toute l'équipe qui vous a entouré, et quand j'évoque les remerciements les plus sincères, c'est pas de la flagornerie, c'est peut-être un peu de gentillesse, mais c'est vraiment la reconnaissance, toute simple, parce que la qualité des travaux qui a été celle de ceux que nous avons pu voir, ceux auxquels nous avons participé, la qualité des modérateurs, des intervenants, nous vous la devons. Eux, ils ont bien exécuté le mandat qui était le leur, mais l'organisation de cette journée, absolument parfaite, encore une fois, je vous en remercie vivement, et j'en suis tout simplement, comme président de l'ALICRA, très fier. Merci beaucoup. Vous dire aussi que c'était pour nous, à l'ALICRA, pas si inattendu que ça, que enfin, on se penche sur ces thématiques qui font pourtant partie de l'ADN de notre combat. La lutte contre le racisme, l'antisémitisme, contre les discriminations, mais vous l'avez compris lorsqu'on vous a évoqué à nouveau l'histoire de l'ALICRA par l'excellent Emmanuel de Bono, l'accueil des... Oui, l'excellent Emmanuel de Bono. Oui, mais alors là, ça ne va pas durer 5 minutes si à chaque fois tu applaudis. J'ai beaucoup aimé, Monsieur Bensoussan, l'inconditionnalité du silence. Je trouve que ça sied particulièrement bien à quelques-uns des membres du bureau exécutif de notre association, et croyez-moi, je m'en servirai à nouveau. Très vite, lutte contre les pogroms, accueil des populations, des fugitifs, disait-on à l'époque. Il était évident qu'il nous fallait au moins cette journée, et lorsque nous avons décidé, il y a près de 2 ans, lors d'un vote au Conseil fédéral, que la prochaine convention, à laquelle vous êtes tous invités, qui se tiendra au mois de mars-avril à Aix-en-Provence, se tiendrait à Aix-en-Provence-Marseille, l'autre candidature était Mulhouse, et j'ai dit à Rodolphe, mais tu as une occasion en or, dans une région frontalière, de t'emparer, et il l'a fait avec Fabielle, de ce sujet-là, pour en faire un thème de réflexion. C'est tellement réussi que ça aura lieu l'année prochaine. Je tiens à te le dire et à vous le dire, parce que je ne peux pas concevoir que l'état de réflexion qui a été celui de ce jour ne nécessite pas un approfondissement et une direction. Ceux qui me connaissent devinent celle que je vais emprunter ou celle que la LICRA empruntera l'année prochaine, une direction qui viendra pas compléter, mais mettre une deuxième étape, ajouter une deuxième étape à ces travaux vraiment fort passionnants. Je ne vais pas vous faire une synthèse, mais quand même, je suis avocat, quand j'écoute, je suis à l'audience, je prends des notes, et puis quand je plaide, il y a des phrases que les uns et les autres ont pu prononcer, et qui sont autant de... C'est comme un livre qu'on ferme, il y a des images qui restent. Il y a des phrases la conditionnalité notamment du silence, et qui sont à même de nourrir une réflexion, et c'est en cela que cette journée a été formidable. Emmanuel a commencé en rappelant quel était l'objet de la LICA, lutte contre les pogroms, et je lui dis, mais d'où viennent ces 2 termes? Les avons-nous encore dans notre objet? Nous ne les avons pas dans notre objet, mais ils sont tellement d'actualité. Contre les pogroms qui déshonorent l'humanité. Qui déshonorent l'humanité. Et lorsque, tout à l'heure, j'écoutais Farès, vous m'excuserez, je ne me souviens plus du nom, il est là sous les yeux, qu'il évoquait la façon avec laquelle, sur les plages de Grèce, il s'était senti déshumanisé. Lorsque je me souviens que, plus tard dans l'après-midi, l'un ou l'autre a pu évoquer le fait que, dans notre civilisation qui cherche à subjectiver, nous sommes en face de non-sujets. Lorsque
face à cet anéantissement de l'humain, nous sommes confrontés à ce que certains ont pu appeler le chaos de la barbarie. Je me dis que, vous voyez, l'objet de la LICRA, qui était de lutter contre ce qui déshonore l'humanité, trouve sa plénitude dans les discussions, les réflexions, et donc les combats. C'est la deuxième étape qu'il nous faudra mener, nous militants, nous combattants de la chose publique, à partir de ces réflexions, de cette dialectique, de ces altercations auxquelles nous avons pu assister tout à l'heure, et qui sont vraiment l'essence même de notre bénévolat. Alors, à côté de ces termes, je me suis dit que notre mission, c'était d'être les combattants de l'inconditionnalité. Que nous ne devions pas nous poser dans notre militantisme des limites à l'accueil, des limites à l'hospitalité, qui n'est pas un programme politique, je l'ai bien compris, qui est moral ou religieux, qui n'est pas juridique, qui n'est pas politique. M. Bensoussan a rappelé que l'accueil inconditionnel est une loi non écrite, mais, a-t-il ajouté, et vous voyez que j'en viens au colloque de l'année prochaine, il faut penser les conditions dans un régime de transaction, de tempérance, avez-vous dit plus tard. C'est dire qu'à côté du combat moral, l'inconditionnalité, qui est donc sans limite par définition, il y a un champ juridique, il y a un champ religieux qui m'intéresse moi dans mon propos, il y a un champ politique. Et je souhaiterais, je vais droit au but, que l'année prochaine nous puissions nous retrouver autour, et vous êtes tous les bienvenus, et vous les premiers, mes deux amis, autour d'une thématique d'accueil, mais plus simplement d'accueil. Avoir le courage de l'hospitalité, c'était aujourd'hui, nous devons toujours l'avoir, mais avoir la responsabilité du politique, avoir la responsabilité de la tempérance, avoir la responsabilité de la transaction. Ce que je souhaiterais, c'est que nous puissions avoir des tables rondes où, avec des élus, merci Madame d'avoir représenté le Conseil de l'Europe et nous avoir éclairés, merci Madame la conseillère municipale d'Autun, adjoint au maire d'Autun, et Monsieur Jean-Henrique, qui je ne sais plus où, mais qui nous a fortement intéressés par une action concrète. Je voudrais que nous puissions avoir un comparatif entre les responsabilités de l'État et celles qui incombent aux régions, les nœuds qui sont créés par les incompréhensions ou les incompétences administratives, ce qui est le rôle de la commune et du rôle de l'Europe. Je voudrais que nous ayons une réflexion. Didier, tu seras le bienvenu, mais de toute façon, tu nous diras que on fait ce qu'on peut, et comme on fait ce qu'on peut, tout va bien. Non, j'exagère. Mais je voudrais que nous ayons cette réflexion sur le politique, sur la politique européenne, bien évidemment, et sur l'articulation du combat militant de l'inconditionnel avec la responsabilité contrainte du politique. Et en outre, Antoine Beaufort l'a dit, l'insuffisance du français. J'ai aussi noté, juste avant l'intervention, insuffisance sur l'insertion des cours de français. Et si nous nous penchions comparativement entre ce qui se fait en Allemagne, d'autres pays, et la France, voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et si nous étions, à l'issue de la deuxième année ou troisième année, à la LICRA, force de proposition politique. Le temps de la réflexion, il est continu. On ouvre un livre, on le ferme, vous pouvez vous en aller. On ouvre un livre, on le ferme. Le temps de la décision politique, il ne nous incombe pas, mais il nous incombe de responsabiliser ceux à qui appartient cette action politique, cette responsabilité politique. Alors, j'en ai terminé. Faisons
en sorte que ce deuxième, et qui n'est pas second, colloque puisse se tenir. Et puis, vous me permettrez, à titre strictement personnel, de paraphraser quelqu'un qui m'était très proche et qui considérait que l'immigration, on devait en faire une chance, alors je ne vais pas dire pour la France, mais pour notre civilisation. Je vous en remercie.